Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat. Après la séance des questions d'actualité au gouvernement, on va refaire ensemble cette séance avec nos invités, notamment la ministre de l'Environnement Ségolène Royal, mais également avec le président du groupe socialiste Didier Guillaume, avec le sénateur UMP Philippe Dallier, ou encore avec Chantal Joanneau, sénatrice centriste, qui reviendra avec nous sur la proposition de loi autour de la prostitution qui a été inscrite hier soir à l'ordre du jour du Sénat. Le Premier ministre Manuel Valls était présent dans l'hémicycle cet après-midi pour répondre et écouter les questions des sénateurs. Il est intervenu une fois très longuement sur la place, la réforme de l'islam dans la société française et notamment sur la formation des imams. C'était une question qui était posée par Esther Benbassa, sénatrice verte, et qu'on écoute ensemble une partie de la réponse de Manuel Valls. Cette réflexion sur l'organisation du culte appartient bien sûr d'abord aux musulmans de France, responsables religieux, intellectuels, qui n'ont jamais été suffisamment associés à ces travaux, acteurs associatifs, citoyens. Mais nous devons le mener sur d'autres terrains, celui d'Internet, qui est en train de créer un islam imaginaire, comme me l'a dit un responsable du culte musulman il y a quelques jours à Marseille. Bernard Cazeneuve engagera dans les prochains jours un cycle de consultation très large sur ces sujets. Le Conseil français du culte musulman y sera bien sûr associé, mais pas seulement. Cette consultation doit être plus large, et je veux le dire ici au Sénat. Le gouvernement est très déterminé à faire un certain nombre de propositions qui vont bien au-delà qu'un certain nombre de mesures qui ont été prises, parfois de bricolage, et parfois de dispositifs qui ont été très chers, qui nous ont coûté très cher sur l'organisation du culte musulman. Je pense qu'on ne peut pas passer, par exemple, des accords avec des organisations qui ne reconnaissent pas les valeurs de la République. En tout cas, s'il y a un modèle que nous devons essayer de construire, c'est celui d'un islam totalement intégré, totalement compatible avec les valeurs de la République. Et l'honneur de votre question, et je crois que ça doit être l'honneur de tous les responsables politiques, c'est de traiter ensemble cette question, avec le souci de réussir, de ne pas en faire un enjeu électoral, parce que si on veut en faire un enjeu électoral, nous savons parfaitement à qui cela profitera, c'est-à-dire à la division et aux fractures de notre pays. Si nous voulons réussir cela, ça veut dire qu'il faut être capable de mener ensemble une réflexion de très grande qualité, mais qui est tout à fait essentielle pour la France et pour l'islam en France et en Europe. Voilà, donc c'était Manuel Valls tout à l'heure lors de cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Il répondait sur la place de l'islam en France et sur la formation des imams. Il répondait à la sénatrice verte Esther Benbassa. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Votre projet de loi sur la transition énergétique est donc en discussion cette semaine et la semaine prochaine au Sénat. On avait annoncé un bras de fer avec les sénateurs, notamment autour de la question du nucléaire. Et finalement, je trouve que les débats sont plutôt apaisés. Comment vous les sentez, vous? Je sens des débats de bonne qualité. Je m'efforce d'être à l'écoute des points de vue de chacun, de construire une vérité commune dans l'intérêt de notre pays pour que le modèle énergétique que nous allons choisir puisse sécuriser les entreprises et qu'elles puissent investir dans toutes ces nouvelles filières, notamment du développement durable, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique des bâtiments, de l'isolation, etc., pour créer des activités et des emplois. Et donc ma principale préoccupation, c'est la création d'emplois. L'année verte qu'a annoncé ce matin Manuel Valls. Le différent au Sénat, on l'attendait surtout autour de la question du nucléaire, non pas tant sur l'objectif finalement de 50% de la part du nucléaire dans notre mix énergétique, mais plutôt sur la date d'application de cet objectif, soit 2025. Le Sénat refuse cette date 2025. Le Premier ministre, ce matin, l'a réaffirmé. Il fallait vraiment fixer, clouter cette date de 2025, au risque de s'asseoir un peu sur la discussion ici au Sénat. Alors, ce qui est prévu, ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, c'est l'horizon 2025. Il faut à la fois des perspectives claires, parce que s'il n'y a pas de perspectives claires, les entreprises n'investissent pas, parce qu'elles se disent que ces objectifs vont être mis en cause. Donc, si l'on veut stabiliser les objectifs, il faut en effet une échéance, d'où l'échéance de 2025. Maintenant, le débat continue. La moitié du chemin a été fait, puisque la réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% est actée, va permettre la montée en puissance du renouvelable, et ça, c'est ça qui est déjà très important. Le débat continue, mais ce que j'observe,
réserve, c'est que le Sénat a également voté cette nuit l'article 1er qui prévoit 40% de renouvelables dans la production d'électricité. Et donc ça veut dire que de toute façon, il va falloir aller vite. Et je pense que les pays qui vont aller le plus vite pour se positionner sur ces marchés très prometteurs du renouvelable, puisque la demande mondiale augmente à une vitesse accélérée, seront ceux qui vont créer le plus d'activités et d'emplois. 2025, c'est demain presque, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est pas demain, c'est long, 10 ans. Oui, ça va assez vite concernant le nucléaire. À l'échelle de l'investissement des entreprises, des activités économiques, c'est long. C'est long. Il faut que ça se passe plus vite. Aujourd'hui, il y a le crédit d'impôt transition énergétique dont tous les Français peuvent se saisir pour faire leurs travaux d'économie d'énergie. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, mais c'est court, 10 ans pour le nucléaire. C'est ce que je voulais dire. Si on veut fermer des réacteurs, combien il va falloir fermer de réacteurs? Est-ce qu'il va falloir rénover certaines centrales? Oui, tout ça est bien évidemment sur la table. Tout est transparent. Vous savez, c'est la première fois que l'Assemblée nationale et le Sénat sont saisis des grands choix énergétiques qui avant étaient décidés dans le secret des bureaux ministériels. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Et donc la transparence, les choix démocratiquement discutés, avec les points de vue divergents qu'il va falloir faire converger pour que tous les Français se retrouvent dans ce modèle énergétique. Moi, je souhaite dépolitiser ce débat. Je veux que nous nous placions au-dessus des clivages politiques, au-dessus des postures politiques pour prendre le meilleur de ce que l'on doit faire pour notre pays sur cet enjeu crucial qu'est la maîtrise de l'énergie, l'indépendance énergétique, la baisse des factures énergétiques. Et plus on fera d'énergie renouvelable, moins celle-ci coûtera cher. On voit déjà que les débats sont quand même assez dépassionnés par rapport au Grenelle de l'environnement. Quand même, en quelques années, ça s'est pas mal dépassionné. Certains quand même voudraient éviter un peu ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire d'arrêter brutalement le nucléaire et puis on est obligé de rouvrir les centrales à charbon. Ce n'est pas mon choix, ni le choix du gouvernement. À la fois, effectivement, un certain nombre d'élus veulent la sortie du nucléaire. Ce n'est pas le choix que je fais. Je pense que l'énergie nucléaire est un atout pour la France, au sens où ça nous donne une sécurité. Et en même temps, il faut réduire cette part parce que le marché mondial a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tous les pays du monde, après l'accident de Fukushima, veulent parfois s'engager dans le nucléaire, parfois non. Et donc se positionner sur les énergies renouvelables. Et c'est ce que font nos grands énergéticiens. EDF s'engage sur le renouvelable, Areva, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, GDF, etc. Et ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire de ne pas opposer les énergies les unes aux autres, mais d'utiliser les atouts de chacune d'entre elles. Et être capable d'inventer le nucléaire de demain? Et être capable d'inventer le nucléaire de demain, c'est-à-dire d'investir dans la nouvelle génération de réacteurs qui produiront moins de déchets nucléaires et qui pourront recycler les déchets. Le Sénat a aussi refusé de s'engager sur la baisse de la consommation d'énergie de 20% en 2030. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quoi? C'est une décroissance? Sûrement pas. Je pense que les économies d'énergie produisent de la croissance et de l'emploi. Regardez à quel point les filières du bâtiment, les entreprises du bâtiment, des travaux publics, les artisans du bâtiment attendent avec impatience que s'accélèrent les travaux d'économie d'énergie, les bâtiments à énergie positive, l'installation de renouvelables sur les logements. Et donc, je souhaite accélérer cette transition pour donner du travail au secteur du bâtiment. Oui, mais comment baisser de 20% notre consommation d'énergie d'ici 2030 hein? Quels sont les leviers les plus importants? Les leviers les plus importants, c'est l'isolation thermique des habitations. Vous savez, le bâtiment consomme 40% de l'énergie. 40%. Et dans les expériences de familles à énergie positive, c'est-à-dire rien qu'avec des comportements citoyens sur la bonne utilisation des différents appareils dans une maison, on peut économiser de 20 à 30% l'énergie. L'autre jour, je visitais un immeuble à énergie positive, un immeuble locatif. Une famille de 2 enfants est passée de 180 € de facture d'énergie à, écoutez-moi bien, 50 centimes d'euros de facture. Pourquoi? Parce que le bâtiment produit autant d'énergie qu'il n'en consomme grâce à la récupération de chaleur des eaux usées des machines à laver, par exemple, grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, grâce à l'isolation des vitres avec les triples vitrages, grâce à l'isolation des façades, grâce à des systèmes de chauffage à partir d'énergie thermique. Donc en plus, les entreprises françaises sont très bien placées sur ces technologies et donc il faut absolument prendre ce tournant et accélérer cette mutation. Mais ça coûte cher encore pour les Français, en période de crise notamment, Ségolène Royal. Ça coûte pas cher, ça rapporte. Il faut changer le raisonnement des choses. Ça coûte pas cher, ça rapporte. D'abord parce que l'État aide
à ces travaux avec le remboursement de 30% du montant des travaux. Il faut se dépêcher parce que ce crédit d'impôt, il est valable pour cette année. Et donc 30% des travaux, que ce soit l'isolation des combles, les doubles vitrages, l'isolation des façades, l'installation d'énergie renouvelable, l'installation de bornes électriques pour les voitures électriques sont prises en charge à 30%. Ensuite, il y a les prêts à taux zéro des banques. Il y a 100 000 prêts à taux zéro. Ensuite, il y a le tiers financeur. Et puis pour les ménages modestes, il y a les subventions de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et donc, il faut absolument se saisir de toutes ces opportunités pour faire baisser les factures. Ségolène Royal, une dernière question avant de vous laisser repartir en séance. Autour du rapport annuel de la Cour des comptes, il dénonce le fonctionnement des agences de l'eau. Il y a de trop gros pollueurs, des industriels, des agriculteurs, qui ne payent pas assez selon le principe du pollueur-payeur. Est-ce qu'il faut revoir ce principe de fonctionnement des agences de l'eau, avec par exemple en créant une agence indépendante ? Il faut revoir le fonctionnement des agences de l'eau. D'ailleurs, je n'ai pas tardé pour le refaire depuis ma nomination, puisque j'ai redonné une feuille de route. Et le rapport de la Cour des comptes est tout à fait intéressant et utile. Est-ce qu'il faut créer des agences un peu plus indépendantes ? Oui, je pense qu'il faut renforcer l'indépendance des agences par rapport à ceux qui bénéficient des subventions. Et d'ailleurs, les agences de l'eau, les lobbies. Bien sûr, écarter les lobbies d'une part et rendre transparent les affectations de subventions, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et désormais, j'ai demandé aux agences de l'eau de publier sur leur site la totalité du détail des subventions qu'elles versent, afin qu'il n'y ait pas de collusion entre ceux qui reçoivent des subventions, ceux qui siègent au conseil d'administration des agences et ceux qui prennent les décisions. La Cour des comptes a entièrement raison et je vais appliquer avec beaucoup de vigilance les recommandations de la Cour des comptes. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre d'être venue sur notre plateau en direct au Sénat. Je vous laisse repartir en séance puisque votre projet de loi autour de la transition énergétique va reprendre dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi, avec notamment des questions autour de la rénovation du parc de logements privés. Dans quelques instants, deux nouveaux invités vont nous rejoindre sur ce plateau, mais auparavant, je vous propose de réécouter tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement, eh bien la réponse du ministre des Finances, Michel Sapin, à une question autour de l'évasion fiscale et des révélations cette semaine. Mais je voudrais profiter de votre question pour aussi étendre à la nécessité de lutter contre l'optimisation fiscale. La fraude, c'est ceux qui vont contre la loi. L'optimisation fiscale, c'est ceux qui utilisent la loi pour faire en sorte qu'au bout du compte, ils payent très peu ou pas du tout d'impôts. Cette lutte contre l'optimisation fiscale est absolument indispensable. Elle n'est possible, là encore, que par de la coopération internationale. On ne peut pas agir contre l'optimisation fiscale, tout particulièrement des très grandes entreprises, dans un seul pays. Il faut agir dans plusieurs pays. L'OCDE a fait un travail absolument extraordinaire. Nous avons décidé au niveau du G20, tout le G20 confondu, qu'à la fin de cette année 2015, l'ensemble des dispositions qui ont été proposées par l'OCDE deviendront une réalité qui se transférera ensuite dans la loi et vous aurez certainement à en délibérer ici. Didier Guillaume, bonjour, président du groupe socialiste qui souffle parce qu'il sait que je vais lui poser une question sur la réserve parlementaire dans quelques instants. Philippe Dallier, sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, bonjour. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau après cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Donc effectivement, la réserve parlementaire, la Cour des comptes, Didier Guillaume, s'interroge sur son utilité et voudrait tout simplement qu'on supprime cette réserve parlementaire. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, la réserve parlementaire des députés est mise en ligne sur le site de l'Assemblée, qu'on peut la consulter. Oui, mais la Cour des comptes voudrait supprimer beaucoup de choses et n'a pas de conscience de la réalité du terrain. Aujourd'hui, alors le gouvernement aussi, hein, puisque Bernard Cazeneuve tout à l'heure a demandé aussi au Sénat et à l'Assemblée nationale de revoir leur copie. Quand vous interrogez un sénateur, je ne réponds pas pour le gouvernement, moi. Je vous dis que. Mais est-ce que c'est au gouvernement de demander aux assemblées de changer leur règlement ? Aujourd'hui, pour moi, il n'est pas question de supprimer la réserve parlementaire. Il n'en est pas question parce qu'à un moment où les collectivités locales ont un manque de financement, et on ne se raconte pas d'histoire, la droite, si elle revenait au pouvoir comme nous, on n'augmentera pas les dotations aux collectivités locales. Donc ce serait un mauvais signe à donner aux élus de supprimer la réserve parlementaire aujourd'hui. Par contre, je pense qu'à terme, ce système ne peut pas durer et qu'il faut qu'il y ait un vrai pacte financier entre l'État et les collectivités locales, incluant le montant de la réserve. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'en sais rien. Après la prochaine présidentielle, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on sait que si on supprimait le montant de la réserve parlementaire... Ça ferait 80 millions au moins du côté de l'Assemblée, 50 du côté du Sénat. Il repartirait à Bercy, mais les collectivités locales ne le verraient pas. Hein. Oui.
D'un côté, je partage l'avis de mon collègue, mais de l'autre, j'en ai véritablement assez de toutes ces polémiques sur la réserve parlementaire. On a beau expliquer... Elles vont peut-être cesser parce qu'il y a un peu plus oui, de mais on a beau expliquer comment elle fonctionne, que ce n'est pas de l'argent que reçoivent les parlementaires et qu'ils redistribuent, ça passe par les ministères, etc. Bon, c'est récurrent maintenant, et dans le climat ambiant, moi je veux dire, j'en ai marre. Donc s'il faut effectivement rendre ces 100 millions, entre guillemets, parce qu'ils vont aux collectivités locales, c'est clair et net, à 90%. Donc s'il faut que ça passe par une enveloppe particulière qui ne serait pas distribuée par les parlementaires, faisons-le et arrêtons toutes ces polémiques, parce que vraiment il y a des sujets plus importants que celui-là en France, et il y en a marre de tous ces sujets qui permettent de pointer du doigt les parlementaires en disant regardez. Parlementarisme. Mais oui, ça finit par être usant. Non, mais que ce soit usant peut-être, mais je ne pense pas que ça participe à l'antiparlementarisme. Il y a quand même un certain ras-le-bol de tous les élus autour des nouvelles règles. Oui, mais il y a un ras-le-bol de tous les élus, et les Français voudraient supprimer les élus, même si on continue dans l'antiparlementarisme. C'est jamais une bonne conseillère, jamais un bon conseiller d'antiparlementarisme. Est-ce que vous pensez quand même autour de la transparence, Didier Guillaume, qu'il faudrait un peu d'ajustement? Je vais vous dire. On a fait un certain nombre de propositions. Il faut interdire définitivement la réserve parlementaire à destination des associations. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est très limite. Les associations ne doivent pas être financées par la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, ce sont des subventions d'équipement, subventions d'investissement. Mais moi, je peux vous dire, on n'a pas beaucoup de réserves parlementaires. On a 130 ou 140 000 euros par parlementaire, par sénateur. Mais dans mon département de la Drôme, des petites communes de 500 ou 1000 habitants, les 10 000 euros qu'ils reçoivent de réserve parlementaire, ça leur aide à financer leur assainissement. Il faut arrêter de croire que les parlementaires se les mettent dans les poches. Non, ce n'est pas une question de se les mettre dans les poches, mais que c'est quand même que la réserve parlementaire donnée aux collectivités locales, elle augmente quand même considérablement avant les élections. Non. Non. Ben non, c'est pas possible, parce que c'est le même montant. Non, pas du tout. Attention aux fausses idées. Hein. Non, c'est pas une fausse idée, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont financées dans les années électorales. Mais non, l'enveloppe est la même, elle est votée au moment du budget, c'est la même. Bien sûr. Mais écoutez, créons un fonds départemental, proportionnel à ce qui est versé aujourd'hui au Parlement. Voilà une idée. Et puis répartissons ce fonds au niveau départemental équitablement entre les collectivités. Comme ça, on est sûr que l'argent ne nous sera pas retiré par Bercy, ira aux collectivités et point barre. Et sortons-en, parce qu'il y en a marre de tout cela, et je pense qu'il faut effectivement tourner cette page. Bon, pour finir sur ce dossier qui vous énerve un petit peu tous les deux, et je comprends que vous en ayez marre qu'on remette toujours en cause le fonctionnement. Non, mais ce qu'on a marre, c'est qu'on remet en cause les parlementaires. Il y en a marre de remettre toujours en cause les parlementaires, qu'on n'est pas des voyous, on n'est pas des gens qui trafiquent tous les jours quand même. Il se passe d'autres choses dans la société. Donc la réserve parlementaire, bien sûr que les Français ne savent pas ce que c'est, mais les maires des petites communes savent que ça les aide beaucoup. Alors si on doit la supprimer pour en faire autre chose, moi, pourquoi pas? Mais je ne veux pas qu'on mette en cause comme cela en disant mais il y a du trafic, il y a des choses. Non, les sénateurs, les députés sont des gens honnêtes qui distribuent de la réserve parlementaire pour aider les collectivités locales à s'équiper. Pour mettre fin à toutes ces polémiques autour des parlementaires, le 11 mars, le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il allait faire des annonces en matière de rénovation du Sénat. Vous attendez de lui qu'il ait un discours très ferme, qui tape un peu du poing sur la table et qui fasse une réforme importante du Sénat? Mais tous les groupes politiques ont été interrogés. Nous avons remis un mémoire avec 22 propositions, le groupe socialiste, et on verra ce qu'il en sera. Le groupe UMP fait pareil, voilà. Exactement. Allons-y, quoi. Tous les groupes y travaillent, et je pense qu'il y aura des décisions fortes annoncées au mois de mars. Je pense que c'est absolument nécessaire. On ira vers plus de transparence en préservant effectivement les grands principes quand même, la séparation des pouvoirs, que certains souhaiteraient voir passer par perte et profit, plus de transparence, un mode de fonctionnement et un mode de travail de la maison qui permettra effectivement de faire en sorte qu'il y ait plus de parlementaires de l'hémicycle à certains moments, d'éviter que les commissions se réunissent en même temps, parce que c'est vrai que le mode de fonctionnement aujourd'hui est très compliqué et on a parfois des images qui sont très mal ressenties par nos concitoyens. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a personne dans le palais et dans la maison, mais quand toutes les commissions se réunissent en même temps, il y a un problème. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit sur le budget de la maison, la transparence nécessaire et puis le mode de fonctionnement de cette maison. Philippe Dallier, vous faites partie de la commission des finances. On a vu tout à l'heure lors de la séance des questions d'actualité qu'il y avait 2 questions adressées au gouvernement sur l'évasion fiscale, suite bien sûr aux révélations de cette semaine. Il y avait une commission d'enquête ici au Sénat et certains sénateurs préconisaient de créer à l'intérieur peut-être de la commission des finances une délégation chargée de travailler. Allez, une de plus. On va arrêter de créer une délégation par sujet. Ça ne servirait à rien pour réfléchir. Écoutez, non. D'abord, c'est la responsabilité de Bercy.
d'essayer effectivement de traquer ceux qui fraudent le fisc. Là, on a jeté une liste de noms, enfin les journalistes ont choisi de le faire, alors que Vous tous le ces gens-là... regrettez? Ça vous a choqué? Non, Livre comme ça, non, la seule chose que je veux dire, c'est que tous ces gens-là avaient déjà été rattrapés par Bercy, puisque la liste ayant été communiquée et étant maintenant possible pour Bercy d'utiliser cette liste de noms, tous ceux qui avaient fraudé ont été rattrapés par le fisc, ont payé les amendes et ont dû rapatrier les fonds. Donc le boulot était fait, le Monde jette la liste et on a l'impression que c'est une information nouvelle. Non, ce n'est pas une information nouvelle. Nous progressons, beaucoup d'États qui n'étaient pas coopératifs le deviennent par la force des choses, et donc maintenant ceux qui veulent encore frauder doivent savoir que Bercy dispose de beaucoup plus de moyens. C'est ça qui est important. Le ministre l'a dit, l'année dernière, il y a 2 milliards d'euros qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Voilà, donc les choses avancent dans la bonne direction. On ne va pas créer une Xème commission ici pour traiter de ça. Didier Guillaume, est-ce que vous êtes content de ne pas vous représenter au conseil général de votre département, de la Drôme? Est-ce que la campagne vous semble dure sur le terrain? Non, moi je fais campagne tous les jours. Je ne suis pas candidat parce que je suis pour la limitation du cumul des mandats. J'ai voté la loi et je me l'applique. C'est de l'exemplarité. Je pense que les gens en ont besoin, mais je fais campagne tous les jours sur le terrain. C'est moins dur qu'on ne le pensait. Et c'est moins dur qu'il y a 6 mois en tout cas. On sent que les choses vont un peu mieux. En même temps, nous ne sommes pas encore dans la campagne parce que franchement, nos concitoyens n'ont pas démarré. Pas du tout dans la campagne. Nous faisons le travail et puis le dernier mois en règle générale. Est-ce que c'est facile de faire campagne quand on ne connaît pas finalement les futures attributions du département, puisque le texte nôtre, on les connaît très bien, autour des compétences des départements, il y a quand même un texte qui est en discussion au Parlement, qui a été examiné en première lecture au Sénat, qui sera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Il n'y a que deux sujets qu'on ne sait pas exactement ce qui sortira. C'est le tourisme. Et puis ce sont les routes départementales, tout le reste. Oui, ce qui n'est pas rien quand même. Non, mais je ne dis pas ce qui n'est pas rien, mais enfin c'est epsilon dans un budget départemental. C'est un vrai sujet. Mais c'est rien, c'est 1% du budget départemental. Moi j'ai 4300 km de route, je sais ce que c'est. Mais aujourd'hui, il faut que les routes départementales restent au département, mais que les routes interdépartementales, régionales, interrégionales, les anciennes nationales, aillent aux régions si on le souhaite. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le problème. Ce qu'il fallait dans cette loi, c'était la clarification, et on arrive à la clarification. Après, on sait que ça sera un débat dès la campagne. La droite dira c'est n'importe quoi, nous on essaiera de défendre. Le sujet, c'est que les départements sont... Voilà. Non, c'est assez difficile de faire campagne. Moi, je suis en zone urbaine, en Seine-Saint-Denis. Mais en zone urbaine, c'est toujours difficile. Les limites des cantons ont changé. Alors, les gens avaient du mal à comprendre avant. J'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Sur les compétences, effectivement, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et sur les financements, n'en parlons pas. Donc, il est difficile de faire campagne. Donc, on ne sait pas très bien si les électeurs vont réagir sur des thèmes locaux ou nationaux. Moi, je crains qu'effectivement, on ait une réaction beaucoup plus forte sur les thèmes nationaux. Évidemment. Effectivement, avec les craintes que ça peut susciter pour nous, parce que certains me semblent effectivement très optimistes pour ces départementales. Moi, j'ai envie de dire, j'attends de voir. Certains à l'UMP? Oui, je dis certains à l'UMP. Vous pensez pas du tout, vous croyez pas du tout, vous, à une vague bleue? Écoutez, moi, je crois ce que je vois et ce que je sens sur le terrain, c'est l'exaspération des Français, une envie de nous dire un peu le mot de Cambronne à tous les politiques, et ça m'inquiète, oui. Oui, vous aussi, oui, mais aujourd'hui, faire un pronostic, c'est absurde. On ne sait pas comment les choses vont se passer. L'élection, elle sera forcément départementale, notamment dans les zones rurales ou en dehors de l'Île-de-France et des grandes métropoles. Mais ça sera évidemment une élection nationale. C'est une petite législative, cette élection départementale, puisque tous les cantons, toutes les communes de France sont en élection. Et donc, il y aura forcément un volet national. Et aujourd'hui, regardons quand même. En 2008, il y avait 55% de participation. En 2011, il y avait 47% de participation. Là, on en aura beaucoup moins. Ben voilà, le risque, c'est l'abstention et l'extrême droite. Et c'est un enjeu pour tous les partis. Le risque aussi, c'est de pouvoir effectivement être présent au deuxième tour avec la en vigueur. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau cet après-midi. Je vais maintenant accueillir la sénatrice Chantal Joanneau sur notre plateau qui va venir vous remplacer Didier Guillaume. Chantal Joanneau, avec qui nous allons parler de la proposition de loi qui vient de l'Assemblée autour du système prostitutionnel. Elle a été inscrite hier soir à l'ordre du jour du Sénat. Elle sera examinée ici par les sénateurs les 30 et 31 mars prochain. Bonjour Chantal Joanneau. Bonjour. Alors il faut peut-être rappeler que ce texte supprime le délit de racolage public et puis souhaitait instaurer la pénalisation des clients de prostituées. Et cette dernière mesure, elle avait été supprimée par le Sénat. Est-ce que c'est ce texte-là, sans la pénalisation donc des clients, qui va être examiné dans l'hémicycle du Sénat le 30 mars prochain? Il y a une recommandation, effectivement, la commission spéciale a supprimé les dispositions qui concernent la pénalisation du client. Il y a encore d'autres choses dans le texte. Il y a notamment des dispositions
pour améliorer la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées, qui est un vrai sujet aujourd'hui en France notamment, ce qui reprend des propositions que nous avions majeurs de ce texte, hein. absolument, et qui vise surtout à aider les personnes à sortir de la prostitution, à faire en sorte que vraiment elles sortent de la prostitution, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de freins pour en sortir. Donc c'est bien le texte sans, malheureusement, je parle à titre personnel, parce que ça, moi j'étais pour la pénalisation du client, sans la partie pénalisation du client. Oui, alors il y en a beaucoup qui sont contre ici au Sénat, puisqu'ils estiment que ça fragilise au contraire les prostituées, que ça les incite à se cacher et que du coup les associations peuvent moins bien s'en occuper. Oui, mais après c'est vraiment un sujet du rapport ou de la conception que nous avons de la prostitution. Soit on considère effectivement que c'est une activité comme une autre et que les personnes peuvent librement marchander les services de leur corps, soit on considère que la prostitution, c'est systématiquement une forme d'exploitation de la fragilité essentiellement des femmes, et essentiellement des femmes qui sont effectivement dans des situations personnelles ingérables. Et que cette tolérance à l'égard de la prostitution, c'est une manière finalement de laisser survivre et se développer ce système, qui est un système exécrable pour les femmes prostituées qui sont essentiellement des femmes. C'est pour ça que je dis ça. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté de penser qu'en pénalisant les clients des prostituées, eh bien... Je pense qu'il y a encore plus de naïveté à considérer que le client... forcément contre les grands réseaux de prostitution. Il y a encore plus de naïveté à considérer que le client n'est responsable de rien, qu'il n'est pas au courant de la situation de la personne et qui n'a pas conscience que l'argent qu'il donne va aller alimenter des réseaux. Et que ces réseaux qui aujourd'hui se développent très fortement dans les pays européens, y compris en France, ils se développent parce que justement, ils savent qu'il y aura toujours un client in fine pour payer et pour les faire fructifier. C'est un business international extrêmement florissant et intéressant. Et ce sont des filières, on parle beaucoup du Nigeria en ce moment, on parle beaucoup de Boko Haram, ce sont des filières nigérianes qui sont les pires qui soient, qui arrivent chez nous. Et donc, ce n'est pas la peine de dénoncer la situation des droits de l'homme dans d'autres pays et de fermer les yeux sur cette situation. Mais est-ce qu'en pénalisant les clients, on va changer la situation de ces jeunes femmes qui arrivent du Nigeria ou d'ailleurs et qui sont prisonnières de grands réseaux internationaux de prostitution? En pénalisant les clients, déjà, on les responsabilise. On leur dit quand même arrêtez de nous dire que vous n'êtes au courant de rien, parce que c'est faux. Deuxièmement, on envoie un signal très très clair à l'égard des réseaux en disant c'est pas chez nous, voilà, vraiment et très clairement pas chez nous. Troisièmement, comme ces dispositions sont accompagnées de dispositifs extrêmement clairs et forts pour sortir les femmes et les personnes de la prostitution, pour leur donner vraiment des moyens, des dispositifs, ce qu'on appelle de fuite, pour les cacher, pour les aider, pour leur permettre de parler. Ça va dans l'ensemble d'une loi. Vous espérez que ça marche ainsi? Ah bah, nous, on s'est inspiré, de une étude en Italie et en Suède. Bah justement, il y a une étude qui vient de paraître sur la Suède qui montre que le système n'a finalement pas si bien marché que ça. Mais on publie les études qui disent finalement ça marche pas. On publie jamais les études qui vont montrer que ça marche. D'accord. On a tendance ici, en tout cas en général effectivement, à être contre la pénalisation parce qu'il y a tous ces discours autour de c'est le plus vieux métier du monde. On n'y peut rien, ça a toujours été. Les crimes, la pédophilie, ça a toujours existé. C'est pas pour autant qu'on l'accepte. Très bien, écoutez, discussion à suivre. Chantal Jouanneau, merci d'être venue sur notre plateau. Discussion à suivre les 30 et 31 mars prochains au Sénat. Merci à tous d'avoir suivi cette séance des questions d'actualité au gouvernement et puis après cette émission avec nos différents invités. Très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.